Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Leclerc. Gilles Leclerc, il était commissaire de police à la crime à Versailles. Il est aussi l'auteur de La vérité sur l'affaire Robert Boulin qui vient de sortir. Gilles Leclerc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent sur notre plateau de TV78. Alors, vous avez une longue carrière. Je ne vais pas tout détailler. Bon, déjà, vous étiez donc à la brigade criminelle de Versailles. Après, vous avez travaillé pour Europol, la police européenne. Vous avez été préfet de police en Corse et dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez été aussi directeur de la sécurité du groupe Air France. Et j'en passe, des meilleurs ou pas, on ne sait pas. Bref, aujourd'hui, c'est en tant qu'auteur et donc ancien Versaillais qu'on vous reçoit pour une affaire qui s'est passée dans les Yvelines, la forêt de... Je vous demande de me le dire. La forêt de Rambouillet, les étangs de Voilà, Rambouillet. parce qu'à chaque fois, je dis Fontainebleau, c'est pour ça. Donc Rambouillet, donc l'affaire Robert Boulin. Alors, c'est une affaire qui s'est passée le 30 octobre 1979. Alors, qui était en quelques mots Robert Boulin ? Robert Boulin, à l'époque, il était ministre du Travail et de la Participation. Sous Giscard. Sous Giscard d'Estaing, exactement. Voilà. Et donc, il avait pour particularité d'être un ancien résistant, gaulliste de la première heure, comme on dit. Quelqu'un de très droit, très discret, très travailleur. Très dévoué à son Très dévoué à mission. sa mission. Et qui, malheureusement pour lui, a été rattrapé par une affaire financière, politico-financière, on va dire. C'était un petit peu le début de ces affaires-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Et il alors ? était harcelé par Le Monde, le Canard enchaîné et autres, pour une affaire d'achat de terrain à Ramatuelle, vendu par un de ses pseudo-amis qui était plutôt un escroc assez véreux, qui l'a un petit peu trompé. Qui l'a enturbané, ouais, complètement. Et voilà, et qui s'est retrouvé pris dans cet engrenage. Et il a assez mal supporté le fait que sa probité et je dirais son côté service public très, très fort, oui, son sens de l'honneur, soit entaché. Voilà. D'accord, parce donc, c'est une des raisons. Il a été soupçonné, donc... Oui, il a été soupçonné, à juste titre d'ailleurs, parce que l'enquête a montré qu'il y avait quand même eu des transactions un peu douteuses entre les deux hommes, notamment. Cette enquête, elle avait donné lieu à une affaire financière qui démarrait en Normandie, et qui était d'ailleurs, pour la petite histoire, l'une des premières affaires du juge Van Ruynbeck qui commençait sur une affaire... qui était tout jeune à l'époque. Voilà, qui était tout jeune. Ouais. Et donc, des preuves avaient été accumulées, il l'a su le week-end d'avant. Son suicide, et ça a, je dirais, été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ok. J'ai oublié de dire qu'il y a une préface d'Éric Orsena dans ce livre qui est paru chez Alibi Édition. Qui est d'ailleurs assez remarquable, je trouve, cette préface. Elle est courte mais percutante. Sur la vérité. Voilà, exactement. Donc, ce pauvre Robert Boulin, qu'est-ce qu'il fait du coup ? Eh bien, il se suicide. Alors vous, le 30 octobre 79, vous êtes justement à la crime à Versailles. Alors vous êtes sur les lieux du crime. Alors malheureusement pas le premier, mais le deuxième. Il y avait les gendarmes avant. Sur les lieux de la découverte plutôt que du crime, s'il vous plaît. Mais je dis n'importe quoi. Les lieux du drame, je voulais dire. Ouh là là, pardon. Vous voyez, comme quoi c'est révélateur de ce que l'opinion oui, parce que je vous coupe 2 secondes, excusez-moi, j'en ai parlé autour de moi, et les gens me disaient « Ah oui, l'affaire du ministre qui s'est suicidé dans une flaque d'eau », ce qui veut tout dire. Alors, reprenons tout. Donc, vous arrivez après les gendarmes, sur le lieu du drame. On n'arrive pas après, c'est-à-dire qu'on a été tous mobilisés dans la nuit pour chercher une personnalité qui avait disparu, déjà, dont on avait uniquement le type de voiture et la plaque en 92, on n'a évidemment pas tout le numéro d'immatriculation. Et donc, les gendarmes étaient mobilisés, la police, les pompiers, la sécurité civile. Donc tout le monde tournait dans la région de Rambouillet, puisqu'on avait quand même des indications, puisqu'il avait laissé un mot comme quoi il s'était suicidé là où il faisait du cheval quand il était plus jeune, donc on savait que c'était du côté des étangs de Hollande. Et au lever du jour, il y a une patrouille de gendarmerie, 2 motards qui ont vu la voiture stationnée près de l'étang rompu, on l'a trouvé. Et les gendarmes à l'époque se sont considérés comme saisis parce qu'ils avaient trouvé le corps. Premier arrivé, premier servi. Voilà, c'est ça. Et donc, malgré nos recommandations et nos conseils au colonel de gendarmerie qui était présent en disant le procureur général arrive, le procureur, le préfet, toutes les autorités,
il vaudrait mieux quand même qu'on laisse les lieux en l'état. Ils ont commencé quand même à faire les constatations. Voilà. Donc ça a démarré comme ça, mais on a tout vu puisqu'on était présents. Déjà, voilà. Vous avez vu les erreurs se faire. Voilà, les erreurs, en tout cas, on a vu ce qu'ils ont fait. D'accord, ok. Bon, alors très bien. Donc finalement, ce suicide apparaît évident. Hein, ce ministre avait extrêmement bien préparé les choses. Enfin, on ne va pas y revenir. Il faut lire le livre pour le découvrir. Il y a des lettres qui ont été envoyées. C'est quand même assez précis. Voilà. C'est pas toujours le cas qu'on trouve des suicidés qui expliquent exactement ce qu'ils font. Il vous a vraiment bien préparé la chose, l'après-vie. Alors du coup, en 83, qu'est-ce qui se passe ? Donc la famille était donc admis ce suicide, et en 83, l'avocat Jacques Vergès, quelle mouche le pique, persuade la famille que c'est pas un suicide mais un assassinat. Alors pourquoi lui Alors il leur met ça dans la tête, en fait. C'est un concours de circonstances. Ouais. Les raisons exactes de la famille, je pense les connaître, mais je ne veux pas en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que au bout de 4 ans, il décide, pour les raisons qui les motivent, de démarrer sur un assassinat. Et il cherche un avocat. C'est d'abord Robert Badinter qui refuse d'aller au-delà. Donc en fait, c'est la famille qui va demander à Maître Vergès de cherche un avocat pour les aider. D'accord, j'ai compris. Jacques Vergès était quand même très connu à l'époque pour être quand même le chantre des affaires un peu tordues et complexes, et de trouver la petite bête, d'ailleurs, à juste titre. Il les a trouvées. Donc il a réexaminé tout le dossier. Il a demandé une nouvelle autopsie, parce que ça aussi, c'est elle avait été tronquée. Voilà, on n'avait dit pas la tête. Oui, on n'avait pas la tête parce qu'il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de projectile inclus, et donc il y a eu des transactions. Et donc Vergès décortique la procédure, demande des choses au juge d'instruction et se constitue partie civile. Très bien, voilà. Ok. Donc on ne sait pas pourquoi la famille a changé d'avis et dans quel intérêt. Ensuite, disons que la raison officielle de la famille, c'est de dire on considère que notre père a été passé à tabac, parce qu'il y a des photos qui étaient sorties dans la presse où il était extrêmement rougeâtre. Alors ça, j'explique dans le livre. Bien sûr. À l'époque, vous savez, on a été 80 ans comme la police de papa de 1920. Donc on était toujours dans le même système de travail. Les mêmes moyens. Les photos étaient en noir et blanc. Donc l'album photographique de départ est en noir et blanc. Et puis, nos gars de l'identité judiciaire, de la police scientifique, ont décidé de faire un album en couleur, et donc ils ont fait ils ont pris les négatifs, ils ont fait des espèces de bains avec des différents produits chimiques. Enfin, bref, rien de fiable. Rien de fiable, et surtout le rouge s'accentue. Et donc effectivement, on avait l'impression qu'il y avait une tête totalement passée à tabac, alors qu'en fait, en réalité, il n'était absolument pas comme ça. Ok. Voilà. Bon, et si éventuellement il avait été assassiné, pourquoi ? Ben voilà, c'est bien la question qu'on pose. Quel intérêt ? On pose la question depuis 40 ans. On a évidemment essayé de trouver toutes les causes possibles, les causes, puisque tous les mobiles, à la crime, on est quand même des gens sérieux, et bon, quand il y en a un qui se trompe, il y a toujours un qui va dire oh là, il y a un truc là qui est bizarre. On n'a pas trouvé d'éléments que les éléments qui confortaient le suicide. Voilà. D'accord, ok. Donc vous, déjà, j'imagine que ça vous énerve un petit peu. Quand même, plutôt beaucoup. Et puis là, il y a quelque temps, rebelote, la famille met en demeure l'état l'accuse de faute grave. Oui, alors ça, c'est la conséquence de la dernière instruction qui est en cours encore au tribunal judiciaire de Versailles. Ouais. Où ils considèrent, d'après ce que j'ai lu en tout cas, que les juges d'instruction ne sont pas suffisamment actifs et refusent un certain nombre d'investigations qui sont demandées par leur nouvelle avocate. Mais je dirais que c'est un peu réducteur ce qu'on dit là, parce qu'il y a eu des non-lieux qui ont été prononcés par le tribunal de Paris, enfin la Cour de cassation même a confirmé dans les années 2008-2009. Il y a eu un no-man's land, ils sont revenus à la charge en 2015 avec des nouveaux éléments. Donc en fait, ils essayent de maintenir l'instruction pour que ça reste ouvert. Voilà. Et parallèlement, vos collègues et confrères de la presse vont dans le même sens. Donc ça fait 40 ans qu'on entend les mêmes. Et qu'on attend des faits croustillants qui n'arrivent pas. Voilà, donc vous, votre réaction finalement, c'est
un peu la colère où vous dites, bon, bah écoutez, c'est bien simple, moi j'étais là, et vous avez repris l'enquête. Voilà, c'est ça le but de votre livre, absolument. En fait. Mon livre, il repose que sur la réalité des faits, voilà. sur des témoignages, on a creusé, on a fait plein de choses. J'ai fait un chapitre sur les pseudo-accusations qu'on a et les pseudo... oui, parce que c'est pas rien du coup, parce qu'on vous accuse, entre guillemets, la police, de maquiller un suicide et d'avoir reçu des ordres d'en haut, ce qui est complètement faux. Enfin, quand on connaît la police judiciaire, principalement, bon, d'abord on travaille en équipe, mais bon, vous savez, on est quand même une police républicaine, a priori. Oui. Et toutes les opinions sont réunies. Et donc, je veux dire, pour masquer un meurtre en suicide, pardon, enfin, je vois pas qu'on pourrait faire, franchement. En plus, bon. Donc, on a été attaqué dans notre intégrité, on ne nous a jamais demandé notre avis, tous vos confrères. Enfin, il y a une seule fois où mon patron, je me souviens, il y a quelques années, avait été invité sur un plateau. Il a été vilipendé par 7-8 énergumènes là, qui l'ont attaqué de tous les côtés. Et donc, en fait, pour finalement apporter notre voix, je crois que la meilleure solution, c'était d'écrire. D'écrire au calme, reprendre les choses clairement et factuellement. Bon, bah écoutez, c'est le cas, c'est passionnant. Et alors, moi, ce que je me demandais aussi, c'est ce monsieur, il est dans une solitude totale pour ne pas croire pouvoir être défendu ou soutenu. C'est assez dramatique comme histoire. Bah, on n'est pas dans sa tête. Alors, moi, je dis souvent qu'on ne se suicide pas que pour une seule raison. On sait que c'est un faisceau de raisons. C'est un faisceau de raisons. Ouais. Il avait certainement des problèmes personnels aussi. Son fils était accusé de pédophilie. Il y avait eu une interview qui disait que peut-être qu'il y aurait un article qui sortirait. Enfin, il avait beaucoup de choses sur les épaules, ce pauvre monsieur. Oui, il sentait que ça allait mal tourner. Mais bon, surtout, le week-end d'avant qu'il suicide, il apprend que son banquier a été sollicité par le juge d'instruction sur l'affaire financière. Et là, vont apparaître les malversations. D'accord, mais en tout cas, les pseudo-malversations. Ah, bien sûr que si, quand même. Il est quand même au courant qu'il a acheté le terrain et que son ami promoteur lui a remboursé. En tout cas, il y a une somme. Mais je suis d'accord. Ouais. Mais bon, il n'est pas au courant que son ami est un escroc. Non, enfin, il avait peut-être subodoré. Mais en tout état de cause, il sait qu'il va être entendu par la justice. Et qu'il va sans doute être inculpé. Et ça, il ne supporte pas en tant que gaulliste, droit, machin. Il y a une dernière... Pardon, je vous coupe la parole, mais parce qu'on est à la fin. Ouais. Il y a une dernière phrase du livre. Le public est avide ou prétendument avide des actualités spectaculaires. Ça veut dire quoi, ce prétendument ? Bah, prétendument, c'est un petit peu la société actuelle. On préfère le spectacle à la vérité. On préfère les choses qui sont plus croustillantes que celles qui sont normales. Voilà. Donc en fait, la normalité n'est plus normale. Si j'osais dire. Oui, je comprends. Ok. Alors vous avez des projets, d'autres livres. D'ailleurs, je vous retiens d'ores et déjà pour une prochaine visite. Vous allez sortir un livre qui s'appelle 19 avenue de Paris, qui va nous parler de... J'ai choisi 19 affaires criminelles que j'ai vécues à l'époque où j'étais à la PJ de Versailles, de 1978 à 88. Qui sont des très belles affaires, mais à la fois techniques, pas forcément connues, mais des affaires très emblématiques pour nous en tout cas. Et puis j'ai 2 autres livres qui sont terminés aussi. L'un sur encore un épisode à la PJ de Versailles où on avait été saisi de meurtres revendiqués par Action Directe. Donc on les a arrêtés à Vitry-aux-Loges avec le RAID. Donc j'ai dirigé cette enquête-là. Et puis le crime corse, parce que ça me tient aussi à cœur. J'ai été 2 fois en poste en Corse. Et j'ai suivi toujours, même à Versailles d'ailleurs, à l'époque on avait des nuits bleues du FLNC, donc j'ai fait le crime corse vu de l'intérieur avec toutes sortes de choses. J'ai suivi la traque d'Ivan Colonna, donc c'est à la fois ancien et contemporain. D'accord, oui, il y a de quoi faire. Donc encore une fois, c'est la vérité vue de l'intérieur et ce à quoi on a rarement accès. Donc Gilles Leclerc, un grand merci, c'est passionnant et écoutez, je vous dis à très bientôt. Parfait, avec plaisir. Merci. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis. À très vite.